Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Je salue les amis qui sont nombreux dans cette salle de conférence. Alors, j'ai rencontré tout à l'heure, non pas M. Keller. Qu'il regrette, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais Olivier Luancy. Et j'avoue que je m'y retrouve totalement. Vous me permettez de préciser que c'est un chantre de la réindustrialisation et qu'il était dans Sud-Ouest ce matin. C'est pour ça que je pense que vous êtes retrouvés, mais on vous écoute. Oui, non, mais le célèbre Nicolas César m'avait fait une note avant sur son bouquin. On le salue. Donc, je m'y retrouve plein et je crois qu'on s'y retrouve. Enfin, je regarde les amis présidents de chambre aussi et les industriels qui sont ici. D'abord, la réindustrialisation passera par nos PME qui peuvent devenir des ETI. C'est ce que nous faisons depuis plus de 20 ans maintenant, en mettant en place, d'abord, c'est ce que j'expliquais à Olivier cet après-midi, un climat de confiance. Mais c'est aussi parce que c'est la région. Et nous sommes tombés d'accord là-dessus quand je compare les régions françaises et les régions allemandes, même si l'Allemagne souffre pour des raisons de prix de l'énergie, du choix qu'elle a fait sur le gaz russe, j'observe que sa réindustrialisation, son positionnement de gamme, s'est appuyé sur le réseau des PME et des ETI. J'ai créé le club des ETI, et ce qui me ravit, d'une certaine manière, c'est que les clusters ou les clubs fonctionnent, prennent le relais de politique qu'on a pu mettre en place au niveau de la région, en dehors d'une chose importante. Alors, dans le débat budgétaire que j'ai maintenant avec mes services, je tiens à conserver des marges de manœuvre, et je considère que le budget de la région d'accompagnement des start-up, des PME, on aide en gros, ça se sait peu, 34 000 entreprises par an. 34 000 entreprises. Alors beaucoup, effectivement, reconstituent un petit commerce dans un village. On aide beaucoup l'artisanat. Mais c'est surtout autour des PME et des ETI, de tous les systèmes qu'on a mis en place. Ça s'appelle l'accélérateur, ça s'appelle l'usine du futur. Ça s'appelle une stratégie qu'on a fait bifurquer vers l'innovation en 2004, déjà. Et je pense que le résultat, enfin, je disais à Olivier Luancy, 36% de l'emploi industriel net créé en Nouvelle-Aquitaine, en 2019 certes, mais nous continuons puisque la région Nouvelle-Aquitaine est la deuxième région après Rhône-Alpes, Auvergne, de création d'usines. Alors il se trouve que moi je suis un défenseur et un amoureux des usines, totalement addict. Pour plein de raisons d'ailleurs. D'abord parce que l'industrie est un des secteurs, alors pas toute l'industrie, qui a bifurqué par rapport au réchauffement climatique d'une manière volontaire. Il y a des problèmes à régler sur l'énergie, sur l'économie circulaire. Quand vous dites volontaire, Alain Rousset, il y a quand même une action de la région qui les motive pour y aller. Enfin, vos aides aujourd'hui, elles sont la plupart du temps conditionnées à ces changements. C'est pas spontané. Oui, mais à partir d'un certain niveau, et de toute manière, on n'a pas eu de difficulté à convaincre. D'abord, quand on lance la notion d'usine du futur, c'est à partir d'une expérience en chair et en os, qui est celle de Borde, de Turboméca à Borde, il y a 15 ans, 20 ans, avec Émeric Darcimol qui présidait Turboméca à l'époque et le directeur de l'usine. Repenser l'usine. Nous sommes à 1000 usines aujourd'hui. Et ce que l'on voit, ce que l'on observe
en automatisant, en informatisant, en numérisant, en repensant les flux de production, c'est que ce qui marche, et qui est un des problèmes de l'économie européenne aujourd'hui, sur Bord, on a fait bondir la productivité de 50%, donc la compétitivité de l'entreprise. Donc la compétitivité de l'entreprise. Et tout ça, par un élément essentiel qui permet de rapprocher les deux objectifs, et de là où je suis, j'en suis fier, c'est que c'est la qualité de vie au travail qui fait bondir la productivité. Et donc, dans les éléments qu'on appelle la RSE, c'est au cœur du défi que nous avons à voir. Tout le monde, d'ailleurs, quels que soient les moments où l'on se retrouve pour remettre des prix, tout le monde, tous les chefs d'entreprise, quels qu'ils soient, disent d'abord mes salariés, d'abord le travail. Et l'usine Turboméca de Bord était à l'époque une usine assez virile, conflictuelle. Cela s'est arrêté. Donc tout le monde y gagne. Avec QVT, Alain Rousset, une question. On dit qualité de vie au travail, mais tout à l'heure, on a parlé de la qualité de vie sur un territoire. Là, vous avez salué le nombre d'usines dans la région. Si on revient à ce qu'on a entendu, à ce qui a séduit, semble-t-il, quand on a fait le vote à main levée, la salle, tout à l'heure, on a entendu qu'il y avait une volonté. Est-ce que c'est partagé par la région et est-ce que vous pouvez agir là-dessus, qu'il y ait une complémentarité? Je prends juste l'exemple de la famille de Jean, enfin de l'entreprise de Jean. Ils vont chercher leur tissu en Allemagne, ils vont chercher des machines en Belgique. Est-ce que quand on est décideur comme vous, c'est ce qu'Arthur Keller montrait tout à l'heure, est-ce qu'on arrive à redessiner un territoire, qu'on le réindustrialise pour qu'il y ait complémentarité, ou est-ce que c'est un pari perdu? Ah non, c'est pas un pari perdu. Enfin, si c'était un pari perdu, je ne serais pas là. J'ai des tomates à planter, les seins de glace sont passés. C'est le moment. Voilà. Et c'est bien que vous les plantiez vous-même, parce que bon, il faut chercher à Marmande, on a vu tout à l'heure. Mais je crois, et c'est des discussions qu'on a avec Marc Prikavsky, avec le club des ETI, avec tous les chefs d'entreprise que je rencontre, c'est l'intérêt de l'entreprise pour le territoire. Vous savez, quand dans un territoire disparaît le médecin, l'école et l'entreprise ou l'usine, le territoire disparaît. Et donc, c'est un vrai défi. Et ce qu'on essaye de faire, c'est que, on le fait même aussi avec les maisons de santé pluridisciplinaires, pour retrouver une présence médicale efficace. Alors la question qu'on se posait avec Olivier Luancy tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on fait de plus? Quel est le pont plus loin? On travaille avec les organisations consulaires, on travaille avec les clusters, on a fait l'usine du futur, l'accélérateur, l'innovation, l'appui de la R&D. On a créé une trentaine de centres de ressourcement technologique qui permettent, notamment aux PME, et c'est ce que je viens d'aller voir au Québec la semaine dernière, où ils ont mis en place, sur des technologies innovantes, des micro-usines à la disposition des entreprises. On l'a fait à Pau sur la métrologie avec Safran, on l'a fait avec Dassault sur Composite Adour, sur l'évolution des composites, on l'a fait avec Canoë, on le fait sur le bâtiment, etc. On a besoin aussi de faire ce ressourcement technologique et industriel, parce que c'est ça qui crée de l'emploi sur les territoires. Je rappelle simplement qu'un emploi industriel, c'est 4 emplois sur le territoire. Donc c'est la richesse. L'agriculture aussi, avec le développement de l'agroalimentaire. Il évoquait, je reviens sur cette discussion parce qu'elle était gratifiante pour tout le monde, ici, puisqu'on a fait un écosystème où on co-construit les politiques industrielles. Un besoin de fonds propres. Je regrette de n'avoir pas convaincu les différents ministres de l'économie et président de la République et surtout le directeur général de la BPI qu'on crée en France des banques publiques d'investissement comme il y a en Allemagne. Parce qu'il y a quelque chose de culturel à transformer. L'épargne remonte à Paris, en règle générale. Il faut que nous désintermions l'épargne. Il faut que la veuve de Bazas, qui a un petit pécule,
se disent il vaut mieux que je l'investisse via sa banque, via un livret industrie, dans l'entreprise de machines à vendanger, qui est, je crois, à Bazas, parce que demain, cette usine, elle va recruter mon petit-fils ou ma petite-fille. Et cette relation culturelle, avec une utilisation de l'épargne, alors on le fait, on a pas mal d'investissements à travers NACO, à travers Acuity, mais nous avons besoin encore de convaincre les entreprises, parfois familiales, qu'il faut, sur un temps long, et un temps long, c'est plus de 10 ans. Or, le marché des produits financiers aujourd'hui est court, c'est 5-7 ans. Il faut qu'au bout de 5-7 ans, hop, j'ai fait une bascule. Et l'idée de créer un partenaire patient, non intrusif, est essentielle. Donc la bataille que je mène, c'est toujours la même, puisque je ne l'ai pas encore gagnée. Alors peut-être faut-il passer par des obligations, peut-être, et nous allons relancer, notamment avec Thibaut Richebois, que vous connaissez bien, cette idée de faire en sorte qu'on puisse mobiliser l'épargne, des entreprises qui seront volontaires de participer à du capital développement ou du capital risque, bien de pouvoir aussi par comment dire, la compétence, l'expérience de ces chefs d'entreprise, de pouvoir coacher, accompagner certaines entreprises. Mais il faut convaincre, à la fois sur du temps long, à la fois sur du temps patient, à la fois sur du capital non intrusif, ce champ-là. L'autre point, c'est d'essayer de se dire, dans le contexte géopolitique qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? On a Trump, on a fait une réunion récemment avec de nombreux acteurs représentatifs du monde de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe avec ce fou de Trump? Alors, il change d'avis tout le temps, tout ça, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on peut ne pas se dire que si demain le canal de Suez est fermé, si demain il y a une opération sur le canal de Panama, dans le Monde de ce soir, il y a un article important sur le commerce international, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour nous, citoyens, sur notre santé, sur nos médicaments? Vous avez vu que les conséquences de la décision de Trump sur les médicaments américains va se retrouver sur le prix des médicaments en Europe. Mais surtout, les principes actifs des médicaments viennent en quasi-totalité de Chine et d'Inde. Et quand ils viennent d'Inde, les principes actifs viennent de Chine. Que faisons-nous sur cet aspect-là? Donc, au début de la Covid, j'avais mis en place un groupe de travail pour travailler, réfléchir sur la façon avec laquelle on peut reconquérir cette industrie traditionnelle, qui est le médicament. Vous savez, aujourd'hui, quand vous inventez une molécule en Europe, ou en France, vous la faites industrialiser aux États-Unis. Et elle nous revient à des prix pharaoniques. Donc, on a besoin de se ressourcer à ce moment-là. Et quand je vois Sanofi qui vend, je crois que c'est la production d'insuline à un autre groupe, ou la production de Doliprane, je ne peux qu'être inquiet dans le contexte géopolitique. Il y a un deuxième secteur qui me semble stratégique, c'est le secteur de l'électronique. Nous savons faire le packaging, c'est-à-dire on va mettre des microprocesseurs, encore qu'ils viennent de Taïwan ou des États-Unis. Mais si nous avions un crash du commerce international, nous ne pourrions plus faire fonctionner nos matériels, tous les matériels.
intègrent de l'électronique. Est-ce qu'on est capable, c'est une idée que je fomente dans ma tête, et je l'ai dit à beaucoup de monde depuis longtemps, est-ce qu'on est capable de créer un démonstrateur industriel qui recommence from scratch à réacquérir des compétences pour pouvoir les étendre en cas de crash du commerce international sur l'électronique. On a un certain nombre d'entreprises, notamment une à La Rochelle de Cerma, qui peut travailler là-dessus. Mais en tout cas, c'est un défi. Je cite ces deux secteurs, mais ils sont importants. Alors, je sais qu'il y a un débat sur la transition environnementale. Aujourd'hui, quand on achète des batteries en Chine, elles sont par définition moins chères, et même si Trump mettait ses 140% ou 50%, etc., les batteries chinoises seraient moins chères. Sauf que les batteries chinoises produisent 37% de gaz à effet de serre de plus que les batteries qu'ACC conçoit et fabrique. Pas très loin d'ici d'ailleurs, ou à Angoulême, ou à Bruges. Est-ce qu'on est capable de convaincre l'Europe d'avoir des règles de marché qui font qu'on intègre cette bifurcation qu'on a beaucoup plus développée et sur lesquelles les entreprises, pas toutes, mais beaucoup d'entreprises, enfin en tout cas le secteur industriel qu'on connaît en région, ont emprunté. Est-ce qu'on est capable de convaincre Bruxelles, mais c'est valable, Jean-Louis, pour les produits agricoles aussi, est-ce qu'on est capable de faire de cette réglementation environnementale, qui est une orientation obligée, est-ce qu'on est capable d'en faire des règles commerciales pour rétablir le niveau de la concurrence, dont nous sommes d'ailleurs responsables, parce que depuis les années 70, on achète sur étagère. Je rappelle que ce n'est pas un politique de gauche ou de droite qui a déclaré que demain la France serait sans usine. Vous imaginez comment les politiques qui sont peut-être moins intéressés, moins compétents sur ce qu'est une usine, ce qu'est une entreprise, etc., ils ont plié les Gaules. Donc on a, et je parlais de l'épargne orientée vers l'entreprise tout à l'heure, ça fait partie de cette réacculturation qui est importante aujourd'hui. Et puis, quand un territoire a une belle usine, ce territoire retrouve confiance. Quant à la Courtine, tout en haut, alors je ne sais plus si c'est de la Haute-Vienne ou de la Corrèze, la Creuse. Merci, je voulais regarder si vous suiviez. Quand on accompagne l'usine qui fabrique des meubles à partir de panneaux agglomérés, 150 emplois. Alors il y a les militaires qui viennent s'entraîner à côté, et à la souterraine, pareil. On prend une friche, 300 emplois sur le cuir et le luxe. Alors je pourrais citer d'autres exemples. Et je crois que ce qui est important aussi pour nous, c'est de faire en sorte que notre tissu soit diversifié. De telle sorte que quand il y a une crise dans un secteur, l'autre puisse le soutenir. Et je pense que le modèle des régions, alors je n'ai pas réussi à convaincre les gouvernements successifs, malheureusement. Le modèle de la région est vertueux. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'arrêter d'accompagner les grands groupes, mais il est vertueux parce que nous accompagnons les entreprises qui investissent, qui innovent, qui forment, qui se développent. Sur le territoire. Sur le territoire, évidemment. Et sur le territoire, bien entendu. Oui, je ne vais pas aller réindustrialiser Vauquier. Enfin. C'est important de le rappeler. Même si je suis originaire de la région. Ouais. Bon, c'est bon. Je vous laisse conclure, Alain Rousset. Vous avez de très belles chaussures. Je vous remercie. Ça sera le mot de la fin.
On va garder un temps de réponse et questions-réponses à Alain Rousset, mais je voudrais qu'Arthur Keller vienne, parce qu'on avait promis qu'on va peut-être des questions. Asseyez-vous Alain Rousset si vous voulez bien. Et on va vous mettre tous les deux, s'il y a des questions croisées, ça peut être intéressant. On va se donner jusqu'à 20h, je vous promets, après on arrête. Mais je crois qu'il faut profiter de la présence d'Arthur Keller. J'ai senti que tout à l'heure, il y avait des demandes. Et je pense que ça peut être des réponses croisées pertinentes, parce qu'on a entendu beaucoup parler de réindustrialisation, moins de ce que vous avez dit tout à l'heure. Allez, qui c'est qui se lance? Une question. S'il vous plaît, pas des commentaires, si je puis dire, non pas, on n'en veut pas, mais c'est pas voilà, c'est pas un commentaire ce que vous avez entendu, c'est vraiment une question, une précision si vous avez. S'il n'y en a pas, on va prendre l'apéro. Alors, qui se lance? Je ne vais peut-être pas dû dire que s'il n'y en avait pas, on prenait l'apéro, parce que ça, habituellement, ça coupe court. Non, mais je suis sûr qu'il y en avait déjà tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui voulait parler dans le fond de la salle. Oui, il me semblait bien, voilà. J'avais dit on fera ça tout à l'heure. Je prends le micro vert si c'est possible. Allez. Hop, j'arrive. Attendez. Hop. Pas de problème. C'est pour ça que j'ai mis des baskets, Monsieur le Président. Alors. Allez-y. Si ça ne vous plaît pas, vous vous présentez, vous posez votre question. Oui, bonjour, je suis Annick Schott. En fait, j'ai été très intéressée par votre conférence. Je ne suis pas sûre d'être encore dans la résilience, pourtant. Depuis très longtemps, j'ai eu l'occasion de pouvoir lire Jacques Ellul. Et en fait, déjà dans les années, fin des années 30, avec son ami Charbonneau. J'avais dit une question, parce que si on monte à Jacques Ellul, on n'est pas couché. Allez-y. Non, c'est tout. Allez-y. Il conversait sur mais qu'est-ce que c'est que ce monde qui veut faire produire à l'infini alors qu'il est fini, des choses comme ça, il se posait comme question. Et puis après, il a évolué sur bien d'autres sujets. Donc c'est voilà. Donc déjà j'étais maternée, ou paternée. Allez. Et ça m'a renvoyé à ce que vous disiez. Peut-être que je me suis trompée, mais voilà. Est-ce que alors, je vais faire la question. Est-ce que vous indiquez comme un héritier de Jacques Ellul, parce que vous êtes bordelais, vous aussi? Alors, c'est parti. Non, mais merci. Écoutez, c'est pas volontaire, parce que j'ai développé ma pensée avant d'avoir lu un peu de Jacques Ellul. Et effectivement, j'ai retrouvé des choses, des proximités. On peut dire qu'à certains égards, je suis un peu ellulien, peut-être, dans ma pensée. Mais j'ai envie de dire que c'est plus une coïncidence qu'autre chose. Je ne me suis pas nourri de lui, je l'ai découvert après. Je l'ai découvert d'ailleurs assez... Enfin, je l'ai découvert. Je connaissais son existence, mais je ne l'ai lu qu'il y a peut-être 3 ou 4 ans, 4 ans, je pense. Voilà. Et quand je dis je l'ai lu, j'ai lu peu. Je n'ai pas lu toute son œuvre. Voilà. Donc il y a, oui, bon, il y a certainement des convergences là-dedans. Je profite juste du micro pour dire une toute petite chose, parce que tout à l'heure, j'ai oublié, j'ai commencé une phrase et je ne l'ai pas terminée. Et je me dis, plusieurs, mais autant le faire tout de suite. Tout à l'heure, j'ai simplement dit qu'il fallait tester des choses en parallèle pour quand on a une entreprise ou une organisation, qu'il fallait essayer des nouveaux modèles économiques et essayer de voir si on pouvait utiliser les outils qu'on a pour aller faire d'autres choses, c'est-à-dire pas faire la même chose différemment, mais faire autre chose. Bon, j'ai dit ça et j'ai dit, si vous êtes une grosse boîte, vous avez peut-être des moyens pour financer comme ça des expérimentations quelque part à côté. Ce que je n'ai pas dit, et je pense que c'était important, c'est que si vous n'êtes pas une grosse boîte, voilà, alors mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble, faites entre guillemets des consortiums et dégagez des marges collectives pour faire des expérimentations partagées. Voilà. Excusez-moi, je voulais juste rajouter cette fin de phrase importante. Puisque vous abordez ce sujet, Arthur, est-ce que si on est président d'une grande région, voire de la plus grande région en superficie de France, est-ce qu'on peut faire ce que vous préconisez ? Alors déjà, c'est pas le président qui va faire tout ce qu'il faudrait faire, mais par contre, un président qui a bien compris les enjeux peut être effectivement une force de facilitation et une force d'encouragement et assez puissante. Après, je veux pas être enquiquinant, mais tout à l'heure, juste une chose. Tout à l'heure, tu as posé une question. Qui est combien de gens ont été, alors je ne sais plus comment c'était formulé. Qui c'est qui a un peu changé d'avis ou qui a tenu compte de ce que Arthur Keller vient de... Sur qui j'ai eu de l'impact, grosso modo. Voilà. Ils sont partis, ceux qui ont levé la main, il reste que ceux qui... Tout le monde n'est pas resté, mais il y avait quoi ? Il y avait quoi, 70%, 75%? Oui, allez, 60 si on est bien, allez, 70, allez. Je sais pas, dans ces eaux-là, quoi, deux tiers. Ouais. Voilà, 2 tiers de la salle qui a levé la main. Alors, moi, je voudrais maintenant vous poser une autre question. Ne le prenez pas mal, mais... Qui dans cette salle pense que ça aurait été bien que M. Rousset voie ma conf? Je l'attendais. Voilà. Bon, ok, allez, c'est gentil. Tout le monde n'a pas joué le jeu. Alors, c'est gentil. Merci Arthur pour cette pointe d'humour. C'était la pointe d'humour. Il y a une question vous avez été provocateur. Je pense qu'il y en a un autre qui va l'être parce que je sais comment il va réagir. C'est le président de la Chambre, Jean-François Cadec, que je présentais tout à l'heure, qui depuis tout à l'heure me dit qu'il a quelque chose à dire. Donc allez-y, Jean-François. Oui.
Oui, j'ai pas tout compris de la conférence, sans doute. Il y a une conclusion qui m'a bien plu malgré tout, hein, c'est celle sur, quand vous dites, se donner les moyens de l'autonomie territoriale pour tout ce qui est vital. Ça, je pense que c'est un enjeu qu'on peut regarder, qu'on peut travailler, parce qu'on voit bien, si on veut travailler la résilience, en effet, je pense que ça passe par là, au niveau d'un territoire, c'est ce à quoi il faut penser. Après, vous nous avez proposé finalement un nouveau projet de société, parce que ce que vous dites, c'est pas les solutions, il n'y a pas de solution. En fait, la seule solution au problème, si on peut le dire ainsi, c'est plutôt de changer de société et d'objectif. Bon. Moi, j'entends, ça ne me gênerait pas de revenir me vêtir en peau de bête et tout ça. J'ai pas entendu ça. Allez-y. Non, mais il n'est pas allé jusque-là, mais ça peut aller jusque-là. C'est-à-dire que dès lors qu'on s'inscrit dans un projet de décroissance, jusqu'où allons-nous dans la logique de décroissance, et à partir de quel moment, finalement, on peut considérer qu'on a atteint le niveau de suffisance de bien autour de soi et pour se sentir heureux, finalement. Bon. Donc il y a des limites qui sont difficiles à poser déjà. Voilà. Mais la question que je me pose plutôt, c'est dans le contexte de Vive Industrie, dans le contexte de notre conférence ce soir sur les modèles de développement durable, c'est ce discours, c'est très bien, mais ce discours, si nous sommes les seuls en France à le tenir ou à appliquer ce modèle, ça ne sert à rien. En fait, ce qu'il faut, c'est convaincre la planète entière. Et comment allez-vous convaincre les Chinois? Comment allez-vous convaincre les Indiens? Comment allez-vous convaincre les habitants du Congo qui aujourd'hui... Les habitants du Congo qui aujourd'hui risquent d'exploiter des zones humides parce qu'il y a du pétrole dessous, etc. Voilà. En fait, ces discours, c'est bien, mais pour moi, c'est une utopie totale. Alors, parce qu'en fait, on n'arrivera jamais à convaincre on a dit à 20 ans, on a arrêté, mais ça les 5 milliards de personnes qui ne partagent pas du tout ce point de vue. Allez, alors, précisément, c'est important, parce que du coup, ça me permet peut-être d'être encore un peu plus clair sur ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Vous ne m'avez pas compris, mais c'est peut-être pas de votre faute, c'est peut-être de la mienne. Mais en tout cas, vous n'avez pas compris ce que j'ai voulu dire. Ou alors moi, je n'ai pas été suffisamment clair. Je ne prône absolument pas ça. J'ai dit, il y a 4 catégories de propositions. Il y a les propositions business as usual, more of the same, on fonce dans le mur. OK. Ensuite, deuxième catégorie. Catégorie de gens qui disent, mais ça nous emmène dans le mur. Donc il faut changer des choses dans le système en utilisant les marges de manœuvre et les leviers qui sont les nôtres aujourd'hui. Et là, on a à peu près la totalité des propositions qui sont faites, dans tous les domaines, pour faire moins mal, mieux, des fois résoudre quelques problèmes. Mais ça ne changera pas le système. Si on faisait tout ça très bien, alors attendez, ce serait formidable. Mais pour autant, on aurait toujours le même système d'accélération. On aurait juste calmé limité certains symptômes au passage, mais la pression se serait déplacée dans le système et ça ne suffira pas. Donc, troisième catégorie, des gens qui disent c'est bien gentil, il faut le faire, mais ça ne suffira pas. Et là, qui propose des vrais changements de paradigme. Et j'ai dit que je ne faisais pas partie de cette catégorie. Et vous me dites, comment vous voulez faire en sorte que les autres, si on était les seuls à y aller, ça servirait à quoi? Oui, mais c'est précisément pourquoi on n'ira pas. Précisément pour, entre autres, cet argument-là. Alors qu'on a tout intérêt à y aller. Sauf qu'à court terme, on se tire une balle dans le pied si on le fait. Donc on ne le fera pas. Et oui, mais alors, si les autres, ils font... Oui, mais les autres font ce qu'ils veulent et on n'a pas trop d'influence sur ce que les autres vont faire. Donc, le monde ne changera pas foncièrement. Pas de notre souhait, pas de notre volonté. Donc, il va continuer. Jusqu'à quand? Jusqu'à arrêter de fonctionner, puisqu'il n'est pas durable. Donc, il va y avoir des points de bascule. Pas des bascules pilotables qu'on aurait pu décider et organiser par nous-mêmes, mais précisément parce qu'on ne va pas le faire, des points de bascule qui vont être chaotiques. Et ma proposition, elle est l'anticipation de ces points de bascule, qui essentiellement, je ne redéveloppe pas, mais c'est juste pour les citer. Vous êtes malin, il n'était pas là, là aussi vous êtes en train de lui faire la synthèse de la conférence. C'est juste pour les citer. Juste pour les citer, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est comment on pose les bases de choses qui font que demain on pourra vivre ensemble. Et donc ça veut dire tout un tas d'alternatives, tout un tas de nouveaux projets, tout un tas de nouvelles choses ou de nouvelles façons de faire et qui sont très intéressantes, mais tant que ça reste éparpillé, ça ne marche pas. Le monde n'a pas besoin de 1001 nouveaux projets éparpillés. On a besoin d'une dynamique collective qui n'est pas forcément cohérente pour tout, qui part un peu dans tous les sens peut-être. On a besoin d'élus qui facilitent le foisonnement d'émergence d'alternatives sur les territoires et entre les territoires. Ensuite, il faut connecter tout ce petit monde-là. Phase 1. Phase 2, là on a les bases.
On a les bases d'un nouveau projet. Alors il y a des choses qui existent déjà, et on peut aller se nourrir de la catégorie 3. Justement, il y a des choses très intéressantes, des propositions intéressantes. Mais le problème ensuite, c'est une fois qu'on a un système A dont je vous dis qu'il va se casser la gueule, à quelle vitesse, quand, totalement ou partiellement, on verra bien, je ne suis pas Nostradamus. Et on a un système B dont on peut poser les bases. Il ne s'agit pas d'imaginer qu'on va construire une société B en parallèle de la société A. Non, on peut juste poser des bases, parce qu'on ne sera qu'une minorité à le faire, mais une minorité bien connectée, ça pose des bases cohérentes. Bon, et bien comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Ça, c'est la résilience territoriale face à des chocs systémiques. C'est ça qui nous permet de passer de l'un à l'autre. Mais c'est ça qui permet de le faire, mais il n'y a pas de direction à la résilience. La résilience, ça permet de passer un cap, mais un cap vers quoi? Ça ne nous garantit pas la résilience qu'on va aller vers ce truc-là. Donc on l'a construit, on a les bases, on a la résilience, mais il nous manque un troisième élément, ce qui va orienter, ce qui va permettre au moment où il va y avoir des points de bascule, d'utiliser l'énergie de ce point de bascule pour l'orienter du bon côté. Ça, c'est plus de nature politique, mais c'est également le récit, c'est également jouer sur les imaginaires, c'est là qu'il faut travailler en amont, et c'est là qu'il faut faire connaître les choses, qu'il faut diffuser, planter la petite graine dans un maximum d'esprit, non pas parce que tout le monde va basculer, quelques-uns le feront, tant mieux, mais une masse critique pour le changement, on ne l'atteindra jamais. Donc ça va basculer, mais à ce moment-là, espérons qu'on sera suffisamment audible pour dire « attendez. Là, on a fait ceci, là, par exemple sur l'alimentation, et ça fonctionne. Tenez, d'ailleurs, on l'a mis en récit, c'est super inspirant. Tant que YouTube fonctionne, je t'envoie le lien. Ah, et puis là-bas, ils ont fait ça, et c'est super, sur la question du déplacement, et puis sur telle autre question, et puis sur telle autre, et puis ils ont fait ci, et ça. Et tout un panel, tout un ensemble de propositions que l'on peut montrer qui sont inspirantes dans un réseau dans un réseau de diffusion de l'information qu'on aura déjà créé avant les points de bascule. C'est là que ça va se jouer pour que demain, on soit dans la catégorie 4 et qu'on puisse retomber sur des pattes du bon côté de l'histoire. Ce que j'ai dit, ça peut paraître encore un peu flou, sans doute, je pense. Il faudrait aller plus dans le détail. Moi, j'ai qu'une question, Jean-François Clédel. Est-ce que vous avez mieux compris la deuxième leçon que la première? On en reparle, ok. Et voilà, pas d'utopie de mon côté, le grand changement n'arrivera pas. Allez, une dernière question avec une des dames qui lève la main. Et je laisserai Alain Rousset répondre peut-être. Je suis désolé, j'ai fait un peu de sexisme et du wokisme mal placé, mais j'ai dit une des dames, donc il y en a deux qui sont là. Je ne sais pas où est le micro, il arrive. Allez-y. Allez-y. C'est pour la vidéo. C'est pour la vidéo, ça sera pas. Attendez, alors on va vous donner un micro. Il est où le micro? Quelqu'un l'a gardé? Il est là. Allez. Voilà. Donnez. Hop. Allez-y. Merci. Merci. Oui, alors j'ai assisté aussi à la conférence de ce matin de qui? De Liancy. D'accord, Olivier ok. Liancy. Et en fait, je suis assez interrogative, je dirais plutôt, du fait que dans cette conférence, la conférence de monsieur ainsi que l'intervention du président, pardon, je vais y arriver. Systématiquement, on arrive à un point où on se dit on a de très très bonnes idées, on est porteur d'alerte, on va annoncer des choses, et lorsqu'on l'amène au niveau des politiques, on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Et ça, c'est quelque chose qui me chagrine un peu, parce qu'effectivement, en tant que petite citoyenne que je suis, j'ai été vraiment ciblée par la conférence de cet après-midi, et je me dis néanmoins, je vais essayer de faire les choses à mon niveau, d'en faire plus. Néanmoins, est-ce que vous pensez, vous, en tant que politicien, qu'on va arriver un jour à se sentir concerné en tant que politique? C'est de dire, voilà, il y a des alertes qui sont menées. Qu'est-ce que nous, on peut faire face à ces porteurs d'alerte-là? Porteurs d'alerte. Vous prenez le micro, là, vous êtes. Bon, décidément, il faut que je modifie ma communication, moi. Complètement. On va faire passer le message. Écoutez, ça fait 12 ans, 15 ans, que j'ai mobilisé plus de 400 scientifiques sur le réchauffement climatique, ses conséquences. On est la seule région à l'avoir fait. Mais justement, vous faisiez partie des personnes qui disaient que les politiques au-dessus n'ont pas entendu. Bon, moi je ne suis pas candidat à la présidence de la République. Il y en a faux ce soir, c'est bien. Peut-être que je fais une erreur d'ailleurs. Je trouve qu'il y a une perte de compétences du politique qui est assez considérable. Alors, vous pouvez penser que je me considère comme... sauf que je connais bien le monde de l'entreprise, je crois, et que ce qu'on a fait est me semble-t-il, assez efficace en taux de chômage, en
potentiel économique, en bifurcation aussi par rapport à ce que disait M. Keller tout à l'heure, y compris par les entreprises, y compris par les agriculteurs, parce que il y a un domaine, il y a un débat politique au niveau national que je ne comprends pas. On voit que le gouvernement plie les Gaules, les assemblées aussi, sur l'Europe aussi, sur les transitions. Nous, on sait en Nouvelle-Aquitaine que le climat de Bordeaux, de Nouvelle-Aquitaine, sera celui de Séville. Les dernières analyses montrent qu'on sera, à la fin du siècle, donc mes petits-enfants le verront, à plus 3 ou 4 degrés. C'est totalement impossible de faire de l'agriculture, c'est totalement impossible de vivre sur les terrasses, parce qu'on ne peut pas installer des climatiseurs partout, puis les climatiseurs, c'est une catastrophe sur le plan environnemental. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est réenchanter cette transition. Cette transition, elle ne doit pas être vécue comme une punition. Vous savez, quand je préside aussi le comité de bassin Adour-Garonne, l'agence de l'eau. Quand vous recréez de l'eau dans les nappes, que vous faites ressurgir des sources, que les animaux de ferme, les moutons, les vaches, etc., peuvent boire de nouveau. Les bergers, il y a 2 ans, en 2022, des Pyrénées, ont dû faire redescendre leurs troupeaux parce qu'il n'y avait plus d'herbe, plus d'eau, etc., 1 mois et demi avant que ce qu'ils faisaient d'habitude, et ils montent en montagne pour pouvoir garder l'herbe dans la plaine, la faucher, faire du foin, nourrir les animaux l'hiver. Quand vous voyez ressurgir une source, quand vous voyez ce qu'on est en train de faire, on est en train de reméandrer les rivières et les grands fossés de la forêt d'Aquitaine. Parce qu'il faut garder l'eau. 2022, les incendies, il y avait 1 mètre à 1,50 m d'étoupe sous les pins. Le feu s'enfouissait, ressortait à 100 mètres, 250 mètres. Donc c'est ça aussi réenchanter. Quand l'entreprise nous dit « je fais des drapeaux, mais je ne vais pas jeter à la poubelle les chutes », entre parenthèses, il faut aller voir Catherine Moutet à Orthez. Elle vous expliquera... Téléphone tout à l'heure. Hein, j'ai passé commande des entreprises, là, mais celle-là, je la connais trop bien. Un des défis que les collectivités, là, les politiques, les maires, les intercos notamment, ont à gérer, c'est la quantité de déchets. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Objectivement, c'est une économie, au sens propre du terme, que de diminuer, que ce soit pour les entreprises ou que ce soit pour les particuliers, la quantité de déchets. C'est aussi le problème de l'usage du plastique. On sait qu'aujourd'hui, on a des pollutions par les microparticules de plastique dans les océans. Comment on se débarrasse du plastique? J'étais à Montréal la semaine dernière pour voir leur modèle que j'aime assez bien. Même les concombres étaient dans un film plastique. Vous allez sur les marchés, les concombres, les courgettes, les poivrons, tout ça, c'est... Il y a des choses à faire. Et les messages, moi je trouve qu'ils sont plus entendus que vous ne l'imaginez. On a l'ancien président de la Chambre d'agriculture de Gironde qui est ici, et il peut en témoigner. On travaille notamment, les agriculteurs et nous, avec les grandes coopératives. Je peux vous dire que les 4 grandes coopératives de Nouvelle-Aquitaine ont basculé sur le développement de l'agroécologie. Ont basculé sur le développement de Alors c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut qu'on renégocie la politique agricole commune pour qu'on accompagne les agriculteurs devant ce qui leur apparaît être une prise de risque. Mais en fait, si on ne le fait pas, ça va être une catastrophe totale. Refaire vivre les sols.
qu'ils puissent mieux absorber l'eau, recréer du vivant. C'est quelque chose d'essentiel. Et donc, ce que l'on fait, et la négociation que j'ai avec Bruxelles, c'est de dire, trouvez des financements dans votre politique agricole commune pour accompagner les agriculteurs, notamment peut-être par le lancement d'un système assurantiel, pour accélérer ce changement de pratique. Et c'est tout cela que l'on fait. C'est tout cela que l'on fait. Je peux vous dire que, par exemple, sur le bassin de Lac, qui était pourtant un bassin de gaz, que je connais bien, eh bien, on a installé plusieurs entreprises qui ont complètement changé leur production, l'une pour lutter contre les agresseurs de tous les fruitiers, plutôt que de mettre des fongicides, les fongicides, ils ont un vrai problème. Moi qui suis ramasseur de champignons, ça se disperse partout, quoi. On a une entreprise qui, avec des larves de mouches, avec des carapaces de crevettes, est en train de faire des principes actifs des médicaments. On a une autre entreprise qui, en démantelant les aimants, récupère les terres rares. On a une entreprise en Charente qui, à partir du soja, à partir d'un produit naturel, biosourcé, lutte contre le stress hydrique des plantes. Donc, voilà, il faut qu'on réenchante tout cela, parce que c'est aussi une vie collective où il faut qu'on partage les jolis projets. Alors, ne soyons pas naïfs, on est en compétition internationale et on ne peut pas fermer les frontières, ça serait la pire des choses. La Chine, je le dis à Jean-François, mais il le sait, la Chine est en train de faire basculer toute son économie par rapport au changement climatique. Demain, ces produits vont arriver en respectant, pas aujourd'hui, mais demain. Quand vous allez en Chine, moi j'ai eu l'occasion d'y aller 2 fois, la première fois, il y avait un smog, un brouillard partout, on n'y voyait rien, on ne voyait pas les toits des immeubles. Aujourd'hui, c'est clair. Donc, on est dans. Il ne faut pas croire en plus que les États-Unis, avec ce connard de Trump, ce voyou de Trump, et qu'est-ce que j'allais dire, ce personnage va changer ce qui se passe aussi aux États-Unis. Vous savez, son histoire drill baby drill. Bien sûr, il y a cette compétition, mais il y a des réflexes qui se créent, et il y a une autre société, comme vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Keller, qui est en train de se mettre en place. L'essentiel, c'est de massifier cela et de faire en sorte que celles et ceux qui risquent, qui prennent des risques, qui créent des boîtes, ceux qui y travaillent, puissent demain, pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, avoir un avenir et des espoirs. Merci. On a parlé de réenchanter. Le dernier mot et on y va parce que j'ai fait du quelle heure et on va prendre un quart d'heure de retard. Allez-y, Arthur. Bon. Maintenant, je voudrais réagir. Alors, juste une chose. La Chine, en 2024, a relancé considérablement le charbon et a ouvert en 2024 plus de centrales à charbon que dans son précédent record 2014. Donc, elle avait fait des efforts, elle est en train de revenir en arrière. Ça ne veut pas dire qu'elle ne développe pas les renouvelables. Elle est aussi première et de très loin sur les renouvelables, mais aussi sur le charbon, donc comme quoi. Et d'ailleurs, il y a maintenant 3 semaines environ, il y a eu une audition devant le Congrès américain sur l'intelligence artificielle. Notamment Eric Schmidt, ancien CEO, ancien PDG de Google, est intervenu. C'est formidable. Regardez, trouvez la vidéo, ça dure 5 minutes. Enfin, la vidéo dure 4 heures, mais son intervention dure 5 minutes. Il est en train de dire qu'il est absolument indispensable que nous investissions massivement les États-Unis dans le développement de l'intelligence artificielle. On n'est plus qu'à quelques années d'atteindre peut-être une super intelligence, et ce serait absolument dramatique si nous n'étions pas les premiers sur le coup. Si par exemple c'était les Chinois sur le coup, ce serait gravement problématique pour la sécurité du pays. Donc nous devons être les premiers, nous devons investir massivement sur l'intelligence artificielle. Or, l'intelligence artificielle demande énormément d'énergie. Nous sommes en train d'ouvrir des data centers qui
consomme plus de 10 gigawatts d'énergie. Donc, grosso modo, un data center, il faut 10 réacteurs nucléaires pour l'alimenter. Il va donc nous falloir développer, je ne sais plus, 90, je crois, gigawatts supplémentaires dans les 3 à 5 ans. Nous avons besoin d'énergie. Donnez-nous de l'énergie. Qu'elle soit renouvelable ou pas, on s'en fiche. L'important, c'est d'avoir de l'énergie. Voilà, donc, je peux vous dire, c'est bien parti. Alors, on finit par quelque chose qui nous réenchante et on va prendre un apéro. Non, alors juste une chose. Juste une chose, parce que c'est très intéressant, je pense que c'est important de le souligner. Moi, ce que vous dites, je connais un peu, pas dans le détail, mais je connais un peu les engagements de la région et vos engagements, et je n'ai pas beaucoup de critiques à faire, dans le sens où vous êtes engagé et vous faites les choses, de ce que j'en ai vu, vous faites les choses bien, et de ce que vous avez dit, j'ai rien à critiquer, sauf qu'il y a un... Non, mais tout ce qui est dit, tout ce qui a été dit est bon. Le problème, c'est pas ce qui a été dit, le problème, c'est ce qui n'a pas été dit. Et le problème, c'est pas de votre faute. Sauf que si vous aviez assisté à ma conférence, ça serait plus facile de faire passer le message. Mais oui, non, mais parce que précisément, lorsqu'on est quelqu'un comme Alain Rousset qui connaît bien un certain nombre de sujets, lorsqu'on a eu effectivement à Climatera, c'est à ça que vous faisiez référence, Climatera, voilà, qui est un fabuleux. Et voilà, fabuleux travail. Moi, je suis très respectueux, on va dire, du travail qui a été fait. Hervé Le Treut et les gens autour de lui. C'est pas la question, je remets pas ça en question. On est sur les symptômes et on n'est toujours pas sur le cœur du problème. Il n'y a pas la prise en... En fait, au début de ma conférence, je disais, il y a un gros malentendu. On considère que sous prétexte qu'on a des experts et des scientifiques très bons dans chacun des domaines, si on écoute tous les experts, on a compris les enjeux. C'est faux, parce que chacun fonctionne en silo, et la somme de silos ne permet pas de comprendre la systémique des enjeux. Et si on passe à côté de la systémique des enjeux, on ne comprend pas que les solutions n'en sont pas. Et on passe à côté des principaux risques. Risques qui proviennent pas simplement du fait qu'il y a des dynamiques destructrices, mais qu'il y a des dynamiques destructrices et qu'on pense avoir des solutions alors que c'est faux. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas juste qu'on a une maladie grave. C'est qu'on a un docteur qui nous dit « vous inquiétez pas, je vous soigne » et qui nous donne des choses qui améliorent les symptômes. Donc on a l'impression de se soigner, mais en fait non. Oui, mais là, on va terminer là, mais parce que sinon, je vais me faire plaisir on est en démocratie. Donc, en démocratie, qui est quand même le pire des systèmes après tous les autres, et puis quand on regarde ce qui se passe chez Poutine, moi j'avais ce midi, et j'en étais très ému, l'ambassadeur d'Ukraine en France. Croyez-moi, quand vous rencontrez cet homme, le symbole qu'il représente, quand vous savez ce qui se passe là-bas, vous vous dites bon, la démocratie, c'est quand même bien. Et Poutine, c'est un sacré salopard. Comme ça, je m'en serais fait deux. Et paf. Donc voilà. Est-ce qu'il faut pour cela, par rapport à un autre modèle, que l'on n'arme pas l'Ukraine? Moi, je pense qu'il faut l'armer. Donc, il faut produire. Mais revenir à la paix, et je suis un fanamili du pape François, celui-là, je ne sais pas. Il faut la paix, mais comment on y arrive? Parce que le problème de la géopolitique aujourd'hui, c'est celui-là. Après, vous disiez, et je le partage, plus on a de graines qui auront été semées, quand on rassemblera ces graines, et je l'ai fait par exemple avec une 50aine d'entreprises de la région sur les alternatives aux pesticides et intrants chimiques. On a une 50aine d'entreprises en région qui proposent aux agriculteurs, aux viticulteurs, aux pomiculteurs, que sais-je, des produits alternatifs. Alors tout n'est pas trouvé, mais quand je remonte à Paris, on demande l'homologation à l'ANSES, et l'ANSES nous dit « je vois ça dans 10 ans ». Et qu'est-ce que fait l'entreprise, celle à laquelle je pense, et notamment dans le vignoble du Bordelais où on a le problème du mildiou et de l'oïdium? Qu'est-ce que je mets à la place de la bouillie bordelaise, où il y a parfois
sur un hectare de vigne, 1 tonne de cuivre à l'hectare. Qu'est-ce que je replante après, quand je l'arrache? 1 tonne de cuivre à l'hectare. On utilise aujourd'hui les microalgues. Le patron de cette entreprise est obligé d'aller se faire homologuer en Belgique. Et ce produit va profiter au reste de l'Europe. Et c'est peut-être là où il y aura le plus de difficultés de concurrence et d'équilibre de la concurrence pour nous. On a une autre entreprise, la dernière, dans un secteur... Ben oui, mais ça vaut le coup de donner des détails, parce que moi, je ne suis pas un grand intellectuel, mais on a une autre entreprise qui s'appelle Materup, qui a inventé un béton, des moellons pour construire des maisons, pour construire, réparer les maisons, sans chauffer. Sans chauffer à 1400 degrés le ciment. Dans les Landes. En Gironde. Enfin, oui. Mais... Ouais, enfin bon, tu vas pas le savoir mieux que moi, non, mais... C'est en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? De mettre des pierres un peu partout, et ce mouvement, il est en place. Après, une autre société, c'est ce que disait Jean-François Clédel tout à l'heure, moi je suis pour une autre société, qui soit plus juste, parce que quand je parlais d'épargne tout à l'heure, il y a du fric en France. Il y a beaucoup d'argent. Sauf que il faudrait qu'on accompagne plus avec cette épargne justement cette bifurcation. Parce que demain, c'est ça qui nous fera réindustrialiser beaucoup plus qu'autre chose. Vous avez des points communs, je suis obligé de vous couper, Arthur. Non mais vraiment, parce que là je vais respecter le public qui me dit qu'il faut arrêter. Merci à tous les deux, ils sont là tous les deux à l'apéro. Je suis désolé, ça aurait sûrement été passionnant de vous avoir tous les deux. Prenons date. Merci à toutes, merci à tous. Il y a un pot qui vous attend à côté et nos principaux invités et les lauréats seront avec vous ce soir.